Je pense que je vous dois des excuses. House of the Dragon, saison 2, épisode 6. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 6 de la saison 2, quittez cette vidéo et revenez après car je vais spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti. Je vous donne des excuses par rapport à la semaine dernière. C'était la réaction à ma miniature que j'avais appelé à la base le pire de la série et ensuite j'ai changé du meilleur au pire parce qu'il y avait deux choses. Premièrement, je n'avais pas d'idée pour la miniature. Ça arrive régulièrement pour le coup. Vu le nombre de vidéos que je fais, j'ai du mal à tenir le rythme par rapport à ça. Mais surtout, vous avez raison. En vrai, j'aurais pas dû l'appeler comme ça, même si je pense, encore une fois, et j'ai rematé l'épisode pour vous dire que c'est le pire épisode de la série, je le pense. La manière dont le mot pire a été utilisé, pour moi, est différente de pour vous, et c'est vous qui avez raison. Pour moi, le pire, ça veut dire le moins bon de tous. Mais pour beaucoup d'entre vous, le fait que j'utilisais le mot pire, ça voulait dire mauvais. Alors que lorsque vous regardez ma vidéo, j'ai pas dit qu'il était mauvais. De toute façon, même le pire épisode de House of Dragon, ça reste mieux que 98% des séries. Donc ça reste un bon épisode. Mais c'est vrai que je trouve que c'est le plus vide, le plus creux, et peut-être le moins intéressant. Et encore une fois, c'est pas parce que le 4, il y avait de l'action, et que le 5, il y en avait moins, que j'aime pas. Au contraire, je m'en fous de l'action, j'ai fait toutes les critiques de tous les épisodes depuis le début, j'ai toujours encensé les épisodes en fonction de leur qualité. Et il est qualitatif le 5e, mais pour moi moins au niveau que les autres, un peu plus répétitif, bref j'en ai fait ma critique. Mais vous avez raison, j'aurais peut-être pas dû utiliser le terme pire, parce que pour beaucoup pire ça veut dire mauvais, alors que c'est pas vraiment le cas, dans ma tête en tout cas. Donc c'est bien compris et j'éviterai ce genre de choses, et pour plein de gens qui ont dit que c'était juste putaclic, il faut comprendre un truc, la négativité n'apporte pas plus. En tout cas sur ma chaîne, la négativité n'a jamais apporté plus que la positivité. J'ai toujours dit mon avis personnel, même si parfois je fais des jeux de mots, j'abuse un peu sur la miniature, là c'était pas volontaire. Donc en vrai je m'excuse par rapport à la miniature, même si je suis encore d'accord avec les arguments que j'ai eu lors de ma vidéo. Ensuite il y a plein de gens qui m'ont dit d'arrêter de faire des allusions au bouquin. Ok, j'en ai fait très peu et j'ai essayé d'en dire le moins de choses possible, mais visiblement c'était déjà trop, donc j'arrêterai. Et aussi par rapport à Sunfire, même si Cole a dit qu'il était mort, narrativement, pour moi c'est pas suffisant. Et je parle pas des bouquins ou des choses comme ça, oubliez tout ça. Je parle juste qu'on l'a vu respirer et on l'a jamais vu mourir. Narrativement, dans une œuvre, c'est suffisant pour dire qu'il est pas mort, même si un gars dit qu'il est mort. Bref, parlons maintenant de l'épisode 6, en commençant avec Aemond et plus principalement les Lannister qui sont en campagne. Tu vois clairement de une, l'incompétence des Lannister, le mépris et l'audace de venir s'installer avec toute une petite armée dans un endroit dans lequel ils ne sont clairement pas les bienvenus, sans même parler du lion qui est là pour impressionner plus qu'autre chose. N'oubliez pas, les Lannister ne sont pas grand monde à cette époque-là. C'est dans Game of Thrones qu'ils sont bien plus importants, mais là, c'est pas une famille de fous furieux non plus. Mais ils sont surtout intéressants par rapport à Aemond, qui sera clairement là, encore plus décisif et tranché par rapport au conseil. Il est énervé par rapport aux Lannister, mais il écoute à la fois moins son conseil, même s'il se laisse parfois entendre des arguments, parce qu'il a un vrai souci, ce Aemond, c'est qu'il aime trop le risque et il veut aller trop vite, alors que parfois c'est pas possible. C'est expliqué par le blocus où il veut embaucher des mercenaires pour justement faire face à ce blocus et l'arrêter, chose qui est déconseillée, mais vu qu'il a cette appétence, peu importe que ce soit des mercenaires, peu importe qu'ils aient pas assez de militaires pour mener la guerre, il veut y aller. Il veut aller rapidement à Harrenhal, il veut en découdre le plus vite possible. Il n'est pas patient et il est prêt à prendre des risques, quitte à aller au combat lui-même avec son dragon. Et forcément, ça crée des petits problèmes dans le conseil, où certains se rendent compte un peu de la réalité logistique et du risque pour les hommes. On le voit avec Cole, qui explique justement que c'est très risqué de faire ça et qu'ils ont déjà perdu beaucoup d'hommes. Mais c'est surtout une scène pour montrer justement quel genre d'homme est Aemond, tout en dressant un parallèle, encore une fois, c'est cité parce qu'il y a plein de gens qui disent il n'y a pas de parallèle avec Daemon. Aemond et Daemon sont deux personnes différentes. Je suis désolé, narrativement dans la série, ce sont deux faces d'une même pièce. La série build up sur ça constamment en dressant des parallèles entre les deux. Et là, vu qu'Aemond a le pouvoir, chose que Daemon a toujours rêvé, il a envie clairement de marquer sa régence. Mais justement, le fait de ne pas trop faire confiance à la réalité logistique, le peuple qui meurt de faim, qui est nourri par Rhaenyra aujourd'hui, que Aemond ne comprend pas. Il se dit, bah attendez, c'est pas notre faute à nous, c'est la faute de Rhaenyra et son blocus, et le peuple devrait le comprendre. Il devrait se battre pour blocus, pas contre nous, mais le peuple, il s'en fiche. Ils vivent sous la régence d'Aemond. Eux, ce qui les intéresse, c'est juste se nourrir, et puis basta. S'ils voient que les riches se nourrissent, comme on voit dans une séquence dans la série, et que l'autre côté, le rival, ramène de la nourriture, le peuple s'en fiche. Et en même temps, bah Rhaenyra est en train de créer une rébellion, en disant justement que les riches mangent bien pendant que le peuple galère, les gens du peuple se battent entre eux pour se nourrir, et ils vont jusqu'au point de se rebeller. On en parle dans quelques secondes, mais quand même, Aemond semble très déconnecté de cette situation-là et il s'en fiche. Et ça, c'est très dangereux, justement. Mais j'ai l'impression qu'à la fois, il n'est pas non plus inconscient par rapport à ses compétences parce qu'il demande quand même à
Laris d'aller chercher Otto. Donc forcément, Otto sera de retour dans les prochains épisodes, mais c'est tragique par rapport à Laris, qui n'a pas le droit d'être la main du roi, comme il le souhaite depuis le début de la série. Et c'est pour ça que Laris va se rebeller contre Aemond en essayant de faire que Aegon survive et surtout de retourner Aegon contre Aemond. Et la division se crée aussi par là. C'est clairement une bonne idée de la part de Laris, et c'est là aussi qu'on voit Aemond qui va voir Aegon, et c'est ça qui est intéressant, c'est que de une, Aegon a naturellement peur d'Aemond. On le voit trembler, on voit qu'il panique, même s'il se rappelle pas de ce qui s'est passé, qu'il dise la vérité ou pas, peu importe. Aemond essaie de le convaincre que c'est pas lui qui lui a fait du mal. Il y a un truc naturel par rapport à lui qui flippe, et le fait de lui avoir redonné sa boule, je vais pas mettre d'image parce que c'est un peu crade, c'est Aemond qui lui dit voilà, tu n'as plus ta place au conseil, garde ça ici, c'est fini. Car il est clairement déçu de la survie de son frère, évidemment. Mais en essayant de dominer le plus possible, en fait, Aemond, il se fait des ennemis, au final. Le premier ennemi qui se fait, c'est sa mère, Alicent, qui est ignorée par Aemond pour plusieurs raisons. Évidemment, le premier truc, c'est que c'est une femme, on l'a dit dans le précédent épisode. Même si elle refuse un mariage pour une alliance, tu vois que Aemond n'est pas totalement en désaccord. Mais surtout, ce qui est touchant, c'est qu'elle ne reconnaît plus vraiment son fils. T'as l'impression vraiment qu'elle est là, elle a élevé des hommes qui sont devenus cruels, tout simplement méchants, et ils partagent un dernier moment de bonté entre une mère et un fils, avant que ce fils soit perpétuellement perdu. Ils se sont connectés une dernière fois, et tu vois que c'est solennel et touchant, mine de rien, mais tu vois que c'est fini. Et ça montré par la solitude par la suite d'Alicent, qui est virée du conseil. T'as un beau plan sur elle, seule dans l'ombre. Et c'est encore pire lorsqu'elle apprend que son fils Daeron, apparemment, il est gentil, il est génial, il est trop bon, il est super. Il parle justement du libre arbitre qu'ils n'ont pas eu avec son frère. Hein. T'as l'impression qu'elle aurait aimé grandir plutôt de l'autre côté, avoir une vie paisible plutôt que ce qu'elle vit là. Il y a une forme de jalousie, mais en même temps de soulagement, de se dire ok, au moins j'ai un fils qui tient la route, tout en ignorant de plus en plus Skoll, où tu vois que la relation a l'air complètement terminée, même si à la base, elle allait le voir lui. C'est intéressant de voir ce qu'elle va essayer de faire par rapport à lui. Clairement, elle se sent seule, et même si elle retourne voir Helaena, elle voit clairement qu'Helaena et son animal ne chantent plus. C'est la fin du beau temps, disons-le comme ça, pour eux, pour cette famille. D'où la super rébellion qui se passe dans la rue, avec évidemment une personne qui perd son bras, qui va devenir un martyr, d'après moi, et juste le stress de voir ce peuple complètement saccager la garde royale, parce qu'ils sont bien plus nombreux, et même s'ils vont perdre quelques personnes et des membres, littéralement, la garde royale ne peut rien faire contre le peuple. Ils sont bien trop nombreux, bien trop puissants, et la séquence était vraiment stressante, je trouve. Donc j'ai clairement très hâte de voir comment cette famille va évoluer. Il y a plein de gens qui détestent l'intrigue de Daemon. Écoutez, moi je la déteste pas. Oui, je commence à penser qu'elle tourne un petit peu en rond, et même si elle avance, soyons d'accord, elle utilise des procédés assez simples. Alors oui, je suis très content de revoir Paddy Considine en tant que Viserys. Je trouve que c'est un super acteur. J'ai toujours eu le somme du fait qu'ils aient été snobés aux Emmy Awards parce qu'ils méritaient clairement une nomination. Mais je déteste pas son intrigue. Elle est franchement sympa. Ça développe son personnage, ses plus gros complexes, ses plus gros problèmes. Il revit des moments difficiles. Certes, il devient un petit peu fou parce qu'il est empoisonné par une sorcière, mais il devient surtout parano et ne comprend pas d'où vient le problème qu'il a. Et Matt Smith, pour le coup, joue très bien dans cet épisode-là. Il a toujours très bien joué, hein. Mais il se rend compte au fur et à mesure qu'il n'est qu'une pièce sur un échiquier, et ça, c'est un vrai problème pour lui parce qu'il veut la royauté, il veut cette couronne, mais cette couronne, on lui dit, n'est pas un besoin que tu as. C'est un fardeau que tu devrais porter. C'est pas quelque chose que tu devrais vouloir. Mais il comprend qu'il va pas y arriver seul. C'est pour ça qu'il demande l'aide indirectement d'Alice. Et lorsque Alice l'aide, il est assez content de ce qui s'est passé par rapport à la mort du Tully. Enfin, il aura quelqu'un qui pourra agir, qui sera pas vieux et malade, et qui pourra l'aider. Et j'aime bien la relation avec Alice, pour le coup. Mais c'est quand même assez inquiétant parce que c'est elle qui le manipule depuis le début, avec cet empoisonnement. Et même si la séquence est belle, avec des beaux paysages, je trouve, et le dragon qui, t'as l'impression, se fait un peu chier, c'est pas la meilleure intrigue, mais franchement, j'ai vu tellement de commentaires négatifs. En vrai, elle passe. Elle est divertissante, elle est bien développée. Oui, ça tourne un petit peu rond, et c'est le même procédé depuis quoi, 4 épisodes. Et je pense qu'il devrait en sortir bientôt. Il reste 2 épisodes, hein, l'oubliez pas. Ça reste bien en termes d'ambiance, d'histoire, de ce que ça va raconter. C'est cool. Mais c'est là que je trouve que l'histoire de Rhaenyra a vraiment bien avancé et surtout très intéressante parce qu'elle a changé de tactique. Elle ne veut plus des pilotes, comme je l'avais dit, mais surtout des dresseurs de dragons. Elle cherche ces gens-là, mais le conseil trouve ça ridicule. Ils disent qu'ils devraient trouver des méthodes plus traditionnelles. Sauf que justement, la force de Rhaenyra, c'est la foi qu'ont les gens en elle. C'est pour ça que la personne qui va essayer de dompter le dragon au début, tout ce qui compte pour lui, c'est la foi en elle. C'est pour ça qu'ils vont sur le côté et ne sont plus à côté du conseil. Et on voit clairement que cet homme est apeuré parce qu'il considère les dragons comme des dieux. Il a peur lorsque la séquence arrive et tu sais que ça va mal finir. Déjà, il n'avait pas le charisme pour dompter un dragon, ça se voyait, mais surtout que c'est fait d'une manière très lente, très stressante, très angoissante, surtout quand Sea Smoke arrive, avec cette magnifique musique de l'arrivée du dragon, la lumière qui rentre dans la grotte et surtout les torches. C'est une super ambiance, mais vu que t'as peur du dragon, ça crée un stress pour l'homme, ça crée un stress pour le spectateur. T'as l'impression qu'il va y arriver, mais au dernier moment, il se fait tuer. T'as même les gens à côté de lui qui préfèrent accélérer leur mort plutôt que de mourir brûlé, parce que c'est une mort assez atroce. C'est une scène que je trouve géniale, qui en même temps met mal Rhaenyra parce que c'était sa meilleure option et t'as l'impression qu'il a échoué
échoué et elle n'y croit pas, elle ne sait plus quoi faire et c'est là qu'elle se met en colère. On passe d'une scène super à une Rhaenyra qui serait un peu plus colérique, un peu plus cruelle. Elle frappe un membre de son conseil, mais surtout on la voit avec une épée en main et elle doit s'affirmer de manière un peu plus violente. Elle a été un peu trop sympa, Rhaenyra, justement dans cette saison. Son conseil a du mal à la prendre au sérieux. Ses plans échouent, ils n'ont pas d'armée, c'est une femme, il faut qu'elle s'affirme et elle commence à s'affirmer par la violence dans cet épisode-là. Mais là où elle réussit le mieux, c'est lorsqu'elle fait des magouilles, tout simplement, par rapport à Mysaria. Et là, il y a tout un débat par rapport à ça, c'est que c'est complètement différent dans les livres. Hein. Mysaria et Rhaenyra ne tombent pas, on va pas dire amoureuses, mais elles ne sont pas ensemble. Et on ne sait pas si elles vont réellement être ensemble ou c'est juste un moment un peu perdu dans leur solitude à elles deux, après avoir partagé un moment assez intime, toutes les deux, l'histoire d'un viol et son échec avec son plan. C'est un moment assez intime et assez beau, mine de rien, qui est pour moi pas de la manipulation, c'est juste un moment sincère. Mais justement, toutes ces petites magouilles qui ont été faites dans l'ombre mettent Jace de côté, Jace qui ne fait plus confiance à sa mère, en tout cas de moins en moins, parce qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et même si la scène où ils envoient la nourriture est magnifique, je trouve, est belle, encore une fois, super musique et super photo, justement, cette présence d'espoir qui vient d'arriver là, au début du jour, en plus, cette famille est en train de se diviser, Rhaenyra est consciente qu'elle est en train de perdre son fils, et elle en a marre de toujours avoir besoin de Daemon. Elle abandonne clairement Daemon, mais tout le monde lui rappelle qu'on a besoin de lui, de une parce qu'il a un dragon, mais surtout qu'il a Harrenhal. Impossible de vaincre Vhagar avec les dragons qui sont à disposition. J'ai beaucoup aimé son intrigue dans cet épisode-là, je trouve qu'elle a beaucoup évolué, mais ce qui a volé le show, c'est évidemment, d'après moi, le serpent des mers. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il veut clairement être avec l'un de ses enfants, mais l'enfant le rejette constamment, donc il doit l'ordonner d'être avec lui. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cet enfant le rejette pour la simple et bonne raison que, justement, il ne sera jamais considéré comme son fils. Et c'est ça qui lui fait du mal aussi. Il a pas envie de vivre dans l'ombre de ce palais, il a pas envie de vivre avec lui, et puis de l'autre côté, t'as l'autre, Adam, qui lui veut de une sortir de cette forme de pauvreté, et veut voir le palais et veut vivre différemment, et il voit une opportunité qui est le stress et le frustre parce que son frère n'en profite pas alors que lui en rêverait. Il se sent clairement un peu abandonné lui aussi. Là où l'autre a fait son deuil de ça, il a accepté de ne pas avoir de père. Mais lui, vu qu'il se sent abandonné, il y a cette frustration qui grandit en lui, une opportunité se présente. Et c'est pas pour rien qu'après la scène avec Seasmoke, la première personne qu'on voit, c'est lui. Le cut est fait sur lui juste après. Genre les deux séquences s'enchaînent. Et c'est là que moi j'ai compris que Seasmoke va aller le chercher. Justement, le fait que Seasmoke soit seul, parte pour trouver un dresseur et qu'il atterrisse à la fin comme si on était dans Elden Ring, est une scène stressante. Mais la manière dont t'as l'impression, il a un peu accepté sa peur et il semble courageux et surtout il a du sang royal, ça crée une sorte de lien assez immédiat, assez direct et assez intense, automatiquement, ce que je trouve assez beau. Mais attention parce que l'envie d'être au sommet, de sortir de cette pauvreté, peut facilement lui monter à la tête et on verra ce qui va se passer. Mais je suis très content qu'il ait trouvé un dresseur et qu'il sorte de cette vie-là. Et pour finir, un petit moment sur Rhaena qui est assez intéressant, premièrement parce que Rhaena se sent complètement délaissée, disons-le. Elle parle avec l'un des enfants en disant bah voilà, malheureusement, nous on fait pas partie de la guerre, mais chaque petite action compte. Donc même si nous on n'est pas sur le champ de bataille, ce qu'on fait là est important. Et elle parle d'un manque de liberté, mais c'est là qu'elle comprend un peu comment elle sera utile. Parce que le dragon qu'on n'a pas vu, mais qui a dévoré les animaux, les moutons, je pense clairement que ça sera son dragon à elle. Un dragon mature, nécessaire pour la guerre, et qui va créer une vraie utilité bien plus grande pour elle, pour s'accomplir en tant que personne. Elle va clairement réussir à dompter ce dragon. Sûrement pour la fin de la saison, parce que oui, c'était un très bon épisode, encore une fois. Les deux prochains épisodes vont être épiques. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, je pense que ça va pas du tout rigoler, on va en prendre plein la gueule. Donc oui, clairement j'ai adoré, ça ne rigole pas, et j'ai très hâte de voir la suite. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, l'avez-vous adoré ou détesté. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour le plus de contenu exclusif, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.